Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Animedia, votre émission 100% cinéma et séries d'animation. Je suis Sylvain alias Phlegmatique et dans ce podcast, je vous fais voyager dans le monde merveilleux de l'animation. Au programme aujourd'hui, du soft power qui la joue un peu trop hard. Strike la famille. Aujourd'hui, deuxième épisode de En série, le hors-série d'Animedia qui vous parle de séries, évidemment, vous l'avez compris. Après plusieurs épisodes à creuser le fond de catalogue de l'animation mondiale, on revient à l'actualité avec donc une mini-série en 8 épisodes qui vient de s'achever sur Disney+. Pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la première série originale Pixar, Gagné ou Perdu. On va se lancer tout de suite dans le vif du sujet en vous rappelant la structure du podcast. Je commencerai bien sûr par une longue partie critique où je donnerai mon point de vue sur cette mini-série. Ensuite, j'ajouterai un petit peu de contexte, notamment pour revenir sur une polémique qui a émaillé la sortie de la série. On se posera la question rituelle de tout épisode d'Animedia, à savoir mais c'est pour qui, gagné ou perdu. Et enfin, on lui décernera une note pour la reclasser dans la grande liste Letterboxd d'Animedia. Je préfère prévenir, même si je sais que la série s'est achevée il n'y a pas très longtemps, je vais spoiler. C'est difficile de parler d'une série comme ça sans parler d'épisodes spécifiques du premier au dernier. Donc si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez la voir, allez la mater avant sur Disney+, et revenez ensuite m'écouter. Vous êtes prêts? Allez, sortez du banc, enfilez votre plus belle casquette et entrez sur le terrain. On vise le home run. Votre café refroidi, un café au lait de soja. C'est hyper chaud. Waouh, oui, alors, merci. Alors à demain, enfin peut-être. Vous iriez prendre un café avec... Oh, Oui. C'est-à-dire que j'ai... Oui, non, je comprends ça, vous dites rien du tout. Bla, Non, mais de toute façon, il est tard, je dois y aller. Je voulais gentiment Ouais. vous offrir Oui, un il café. est là, mon café. Oh non, je reviens pas, il a recommencé. Chaud. Surtout, on ne se moque pas, on Je ne le préfère regarde souffrir. pas. Vous savez, Franck, c'est comme mon petit frère. On y est arrivé, en finale du championnat. Pourquoi est-ce que tu transpires Ça va, tu vas y arriver, tu vas gérer. Oui, je sais. Génial. Oui, t'es la meilleure. C'est à toi de jouer. Vas-y, Les enjeux sont énormes et c'est le genre de défi que nous, on adore. C'est rien, ce sera pour la prochaine fois. Oui, ouais, j'en suis sûre. Les Pickles forment l'équipe mixte de softball du collège. D'ici une semaine, ils disputeront la finale de leur championnat. Dans chacun des épisodes, Gagné ou Perdu explore le point de vue d'un personnage différent à l'approche de cette rencontre décisive, qu'il soit membre de l'équipe, coach, parent ou arbitre. Gagné ou Perdu est la première série originale de Pixar, diffusée entre le 19 février et le 12 mars sur Disney+. Elle est écrite et réalisée par Kerry Hobson et Michael Yates. Produite par Pixar Animation Studios et Walt Disney Animation Studios, distribuée bien sûr par Disney+. Au casting VO, on retrouve notamment Will Forte, Kylie Curran, Isaac Wang ou encore Josh Thompson. La série se compose de 8 épisodes d'une vingtaine de minutes. Petit préambule à cette partie critique parce que pour ne rien vous cacher, j'ai longtemps hésité avant de faire cet épisode. Pas que je n'avais rien à dire sur le sujet, au contraire, mais parce que je ne savais pas trop si cette série allait suffisamment passionner les foules, intéresser les gens. Et puis finalement, je me suis quand même rappelé que c'était une série Pixar, la première série originale Pixar. Et je me suis dit que rien que ça méritait quand même un épisode à part entière. Parce que une production Pixar, avant Gagné ou Perdu, c'était toujours au cinéma, mais c'était toujours un événement. En décembre, on avait eu Rave Productions, qui avait été la première mini-série, la première incursion de Pixar dans le monde des mini-séries, mais c'était un dérivé de Vice Versa, et ça avait été finalement diffusé assez tôt
par rapport à l'annonce, là où Gagné ou Perdu avait été annoncé justement bien avant et se base en l'occurrence justement sur rien d'existant. C'est une idée originale. Et en plus de ça, si on prend juste les chiffres, le fait que ce soit diffusé en série fait que au lieu d'un film Pixar qui durerait entre 1h30 et 2h, là on a 2h30 de Pixar sur notre télé. C'est quand même un truc super chouette, on attend ça. On est censé attendre ça. Sauf que j'ai l'impression que ça n'a pas été un événement, justement. Même pour moi, je me rends compte, alors que, j'essaye quand même de suivre l'actualité autour du cinéma et des séries d'animation, vous l'avez compris, hein. Il a fallu qu'on me le rappelle. Je remercie Gauthier, qui est intervenu dans un épisode précédent sur Scanner Darkly. C'est lui qui m'a rappelé que cette série avait commencé sur Disney+. Je m'en suis rendu compte après la diffusion des 2 premiers épisodes. J'ai tout rattrapé assez rapidement, puisque c'est quelque chose qui se regarde quand même assez vite. Mais j'avais réussi à rater le coche. Et autour de moi, j'entendais absolument personne en parler. Même sur les réseaux, et même d'ailleurs depuis ou pendant la diffusion de la série, niet, pas grand-chose. On sent que l'annonce de base, dès cette annonce, à savoir le fait que le pitch de la série, sans mauvais jeu de mots, tournait autour d'un match de softball d'une équipe mixte d'un collège, on sentait que quand même pour nous autres, le public européen, ça partait un petit peu mal, ou en tout cas ça suffisait pas à attirer forcément plus que ça la curiosité. Et ça s'est confirmé avec la diffusion de la série. Aussi forcément avec cette polémique autour d'un des personnages de la série, ça j'en reparlerai dans la partie contexte, qui a éclaté en décembre. Ça n'a forcément pas joué en faveur de la série non plus, mais d'une manière générale, je trouve quand même que c'est un peu un problème avec les contenus de plateforme par rapport au cinéma. Si vous prenez la différence entre le film d'un réalisateur que vous adorez, qui sort au cinéma, qui sort sur une plateforme, c'est quand même pas le même engouement médiatique, c'est quand même pas la même façon de vivre l'expérience, ne serait-ce que pour reprendre Martin Scorsese par exemple, entre The Irishman et Killers of the Flower Moon, c'est pas la même chose. Enfin, personnellement, je l'ai pas du tout vécu de la même manière, alors que c'est 2 films assez longs, assez exigeants, avec un casting de fou, mais le fait de l'avoir sur notre télé, où on peut mettre pause, on peut faire autre chose entre-temps, et de s'isoler dans une salle de cinéma, l'avoir sur un grand écran avec du son de fou, c'est pas du tout pareil. Et je trouve que, en l'occurrence, le fait d'avoir du Pixar sur sa télé en un format de 2 fois 20 minutes comme ça à consommer chaque semaine, ça dévalue un petit peu le truc. On s'en était déjà rendu compte, bien sûr, pendant cette période trouble de 2020, 2021, 2022, notamment du côté de Disney. On l'avait vu avec Soul, qui s'était retrouvé propulsé sur Disney+, alors qu'il était censé sortir au cinéma. Et puis ensuite, Luca et Alerte Rouge, qui étaient arrivés directement sur la plateforme. Et puis même pour Disney, que ce soit Avalonia, on en reparlera, énorme plantade, ou Raya, c'est un peu pareil, ça n'a pas du tout le même impact. Après voilà, venez me dire en commentaire, je suis vraiment curieux de vos avis, mais j'ai l'impression que le contenu plateforme, on le consomme un peu comme ça vient. On se branche sur notre plateforme préférée, Netflix, Amazon, Disney, et pouf, tout d'un coup, on voit apparaître devant nous la dernière sortie du moment, le truc événementiel, que ce soit un film, une série, un documentaire. On voit en plus qu'il est, regarde, il est dans le top 10, là, tout le monde regarde ça, pourquoi est-ce que toi, t'es pas déjà en train de le regarder? Et on fonctionne un petit peu plus comme ça à l'instinct, parce qu'on sait aussi que si on prend pas ce qui nous vient en premier, on va passer un quart d'heure, 20 minutes à scroller sans savoir quoi regarder, et on va finir par revenir à ce qu'on avait déjà sous les yeux au début, là où je trouve quand même qu'au cinéma, il y a un peu plus une culture de l'attente, on sait à quel moment ça va sortir, on est beaucoup plus au fait des sorties, on se projette, on prévoit une soirée, un moment, on se déplace pour y aller, c'est pas du tout le même rapport. Et là, je trouve qu'avec Gagné ou Perdu, ça a fait un petit peu ça. D'où l'idée quand même de le mettre en avant dans cet épisode, de lui donner une place à part entière, même si je n'ai pas forcément que du bien à en dire, vous allez très vite pouvoir le constater, parce que l'impact, justement, c'est un des plus gros problèmes que j'ai eu avec cette série à peu près tous les niveaux. Ça, c'est pour le petit teasing, mais on va commencer par le concept de la série. Qu'est-ce que c'est Gagné ou Perdu de façon complètement schématique? Je l'ai dit, ce sont 8 épisodes qui sont sortis pendant 4 semaines, qui ont été diffusés par grappe de 2 épisodes. Et d'ailleurs, ça, j'adore cette façon de diffuser des épisodes. J'entendais les copains Gauthier et Menro en parler dans leur podcast Originals avec un de leurs invités. On a le choix souvent entre ou le binge-watching, les sorties à la Netflix où on nous balance toute la
saison d'un coup, que ce soit 4, 5, 12 épisodes, ou alors les sorties un peu plus événementielles à la Disney+, à la HBO, où on a un épisode par semaine. Je trouve qu'on est arrivé un peu dans un moment où on est tellement mature sur notre consommation de ce genre de produits, de séries, que finalement, on a besoin d'un petit peu quelque chose de nouveau pour nous stimuler. Et pour le coup, j'adore ce format d'en avoir 2 par semaine. Parfois 1, vous savez, c'est pas assez. Et moi, je suis pas un binge-watcher. J'ai un peu du mal avec l'idée de manger plein d'un coup. Au bout d'un moment, il faut que je respire, il faut que je passe à autre chose, il faut que je fasse une pause. Et parfois, ça peut même avoir l'effet inverse quand je vois qu'une série que je m'apprête à commencer a déjà 10 épisodes, de me dire « Oh là là, il faut que je me farcisse tout ça ». Je préfère les prendre petit à petit comme ils viennent. Mais là, 2, je trouve que c'est vraiment le bon nombre. Ça donne une petite 45 minutes pour regarder tout ça dans une semaine. Je trouve que c'est très très confortable. Bref, parenthèse refermée, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup ce mode de diffusion. En gros, pendant ces 8 épisodes de Gagné ou Perdu, on a 8 points de vue différents depuis 8 personnages différents avant un événement clé qui est cette fameuse finale de championnat, qui ne sera pas plus détaillé que ça. Faut imaginer que, je sais pas, c'est un championnat local, départemental, régional, ce que vous voulez. La série est assez volontairement floue là-dessus. En gros, elle commence par un premier match qui fait office de match qualificatif pour cette fameuse finale qui intervient à la fin de chaque épisode, mais qu'on verra à chaque fois uniquement par petits bouts, puisque la série se rapproche grossièrement d'un Rashomon du softball. Je vais être obligé de détailler un petit peu Rashomon quand même, puisque ça a beau être un classique du cinéma aujourd'hui, c'est quand même un film japonais d'Akira Kurosawa qui date de 1950, que tout le monde n'a pas forcément vu. Même à titre personnel, je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, en profitant d'une de ses ressorties en salle. En clair, Rashomon, qu'est-ce que c'est ? Ce sont plusieurs personnages qui exposent à tour de rôle leur propre version de la même histoire. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a des petites nuances sur chaque version, mais qui font justement toute la différence, qui caractérisent aussi beaucoup les personnages et qui donnent aussi une certaine vision de ce qu'est l'âme humaine, de ce qu'est l'humanité. Gagné ou perdu, bien sûr, ne va pas du tout aussi loin que ça, mais grosso modo, vous avez le concept, c'est de retracer un même événement à travers plusieurs points de vue. Sauf que, en l'occurrence, c'est là où je trouve que la première déception arrive avec Gagné ou Perdu, c'est que c'est pas exactement ce concept-là qui est suivi. En l'occurrence, on a donc ces 2 balises qui sont le premier match et la finale, mais entre les deux, certes, on va avoir parfois des points de vue, des événements qui vont se télescoper parce qu'ils vont faire intervenir plusieurs des personnages de l'intrigue, mais globalement, leurs parcours sont suffisamment distincts pour qu'ils se rencontrent assez peu. On a plus l'impression de voir vraiment 8 histoires très différentes que 8 versions de la même histoire. Voilà, j'espère avoir été assez clair. On peut ne pas forcément le voir comme un défaut ou un problème en soi. Pour moi, ça en a été un, puisque déjà je m'attendais à autre chose. Donc c'est vrai qu'au moment où on revient en fin d'épisode à chaque fois sur la finale, on n'a que des bribes. On a l'impression vraiment que l'histoire avance petit à petit. Et là où je m'attendais que chaque personnage vienne apporter sa pièce au puzzle, on a presque à l'inverse, en tout cas c'est une vision de narration qui est très différente, d'avoir, comme on dirait en anglais, une série qui est character driven, c'est-à-dire que ce sont vraiment les personnages qui prennent la majeure partie de la place et beaucoup moins l'intrigue en elle-même. On est plus là pour faire des espèces d'études de cas comme ça sur eux. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Qu'est-ce qu'ils veulent dire de l'époque, dans ce contexte-là ? Plutôt que d'essayer de raconter une grande histoire qui les englobe tous. Là où en revanche c'est beaucoup plus satisfaisant et où on retrouve la patte Pixar, c'est que les créateurs se servent de ce principe pour itérer sur un concept différent pour chacun de ces 8 personnages. Ils vont chacun venir avec leur gimmick, leur petite spécificité qui va se matérialiser à l'écran. Concrètement, le premier personnage qu'on suit, qui est le personnage de Laurie, c'est la fille du coach qui a très peu confiance en elle, qui n'est pas très dégourdie, qui n'est pas très bonne au softball, mais qui fait ça en gros pour faire plaisir à son père. Mais à un moment donné, elle a quand même des attentes et certaines responsabilités qui pèsent sur elle. Et ça va se matérialiser par une goutte de sueur qui va d'abord se poser sur son épaule. Et puis à mesure que son manque de confiance grossit, qu'elle sent justement ses responsabilités grandir, cette goutte va grossir jusqu'à se
transformer en un espèce de petit monstre gentil, mais qui en même temps pèse sur elle au point de l'écraser et de la faire disparaître. C'est le tout premier épisode et ça nous met vraiment dans le bain, je trouve, de ce que va être la série. Ça marche complètement. C'est un peu une version bis, si vous voulez, de Anxiété de Vice Versa 2. On peut considérer que cette goutte de sueur représente l'anxiété de Laurie, mais elle se matérialise évidemment pas de la même manière. Et c'est quasiment un des meilleurs personnages de la série. Elle a des répliques qui sont folles de décalage. C'est un peu cet ami maladroit qui voudrait être encourageant, mais chacune des choses qu'il vous dit vous met un peu plus au fond. Il y a juste ce passage-là où elle est dans son lit, elle s'apprête à dormir, et plutôt que de dormir, elle dit « Allez, et si on passait en revue toutes les erreurs que tu as faites aujourd'hui ?» Et ça, voilà, c'est typiquement le genre de choses que une petite voix anxieuse dans votre tête vous dirait. Donc là, ça fonctionne bien. Là, on reconnaît justement cette magie de Pixar, cette capacité à retranscrire à l'écran des émotions, des concepts. C'est aussi le cas avec le personnage de Frank. Là aussi, c'est un de mes épisodes préférés. C'est le deuxième. Donc, la série commence plutôt sur de bonnes bases, hein. C'est un arbitre. Déjà, il faut savoir que les arbitres j'allais dire hockey, pour vous dire à quel point les sports américains se confondent un peu tous dans ma tête, au softball sont assez lourdement équipés. Mais lui, il va avoir une armure métaphorique, mais qui va encore une fois se représenter à l'écran avec une genre d'armure médiévale, avec un casque, des épaulettes, un plastron, qui va le protéger à la fois des agressions des parents ou des joueurs de certaines équipes qui peuvent être un petit peu énervés contre lui. Hein. Ça arrive de s'énerver contre l'arbitre, même s'il ne faut pas faire ça, messieurs, dames, sachez-le. Et qui va aussi être une armure beaucoup plus métaphorique dans le sens où elle va le surprotéger lui plutôt que d'exposer sa vulnérabilité, plutôt que de se livrer, livrer ses sentiments à sa chérie par exemple, avec qui on comprend qu'il s'est séparé parce que justement il n'arrivait pas à partager ses sentiments, parce qu'elle lui en demandait un petit peu plus et que lui préférait rester dans ce cocon, qui avait peur en fait de s'investir. Il aura cette armure dans ces moments-là pour protéger ses sentiments. Et ça aussi, c'est une super idée à laquelle on peut assez facilement s'identifier. Enfin, en tout cas, je sais que moi, je m'y identifie un petit peu plus, même si j'ai pas très envie de me l'avouer. Ça, encore une fois, ça fonctionne bien. Je passe un petit peu plus rapidement sur d'autres. On a notamment Ira, qui est un petit enfant, qui est le plus jeune enfant qu'on a dans la série, qui a lui un genre de kaléidoscope magique, qui est en fait un rouleau de papier toilette, mais qu'il a décoré, qu'il a peint, etc. Et quand il regarde à travers ce rouleau, il n'y a que lui qui regarde ça, il n'y a que lui qui voit le monde sous une forme différente, à savoir une forme fantasmée où l'animation d'un coup bascule en 2D et on a quelque chose de beaucoup plus Cartoon Network dans l'esprit, de beaucoup plus cartoon voire comics, où sa sœur est notamment une héroïne avec un marteau qui chasse les méchants qui lui veulent du mal, etc. C'est plus un gimmick qu'autre chose, j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais même si c'est joli à l'écran, je trouve pas que ça soit l'idée qui apporte le plus de choses. Et on a une autre idée dans un autre épisode avec les personnages de Ewan et Taylor, qui ont chacun en eux un mini-E, une version mini de E, avec une petite voix tout aiguë comme ça, qui est en papier et qui vit réfugié dans leur cœur, qui est comme une sorte de maison avec des pièces, mais qui est aussi en carton. Et je le décris assez mal, alors qu'en vrai, j'y reviendrai, mais c'est quasiment une des meilleures, quasiment la meilleure idée de la série. Et là encore, c'est super bien représenté à l'écran. Et vous avez ce concept-là qui est itéré de personnage en personnage à travers les 8 épisodes de la série. Je pense que vous avez compris le concept. La grosse force autour de ça, c'est qu'on ne voit jamais 2 fois la même chose. Ou en tout cas, quand on passe d'un épisode à l'autre, on sait qu'on va avoir quelque chose de différent, même autour des points de vue des personnages. D'ailleurs, j'aime bien ce running gag où on voit à chaque fois le discours du coach après le match qui sert d'introduction à la série. Et où à chaque fois, on a une partie différente du speech, et donc on peut imaginer qu'il a fait 10 minutes, voire beaucoup plus, et que son discours a duré pendant des plombes, ou alors c'est la version, ce qu'ont entendu les personnages, c'est à la fois volontairement flou et à la fois suffisamment malin pour qu'on comprenne que tout le monde n'a pas écouté forcément la même partie de ce discours qui avait l'air interminable. C'est un petit détail, mais il y en a quand même quelques-uns dans la série qui sont sympas. Ça fait partie des petites choses diverses qu'apporte chaque épisode, et d'ailleurs, si on regarde
ou la bande-annonce, ou le making-of d'ailleurs qui a été diffusé. C'est suffisamment rare pour être souligné en parallèle de la série qui dure une petite demi-heure. On a une collection d'images tirées de la série, de moments d'épisodes différents, ou alors là on a l'impression d'une diversité incroyable. On a de la 2D, je l'ai dit, de la 3D, des personnages qui s'envolent, qui grandissent, qui rapetissent, qui s'enfoncent dans le sol, qui portent des armures, qui développent des pouvoirs, etc. Il y en a dans tous les sens et dans tous les coins. On sent qu'il y a eu une frénésie créatrice, que la Writer's Room et que les animateurs se sont fait plaisir sur plein de trucs. D'ailleurs, il y a plein d'idées aussi autour de la représentation des réseaux sociaux, des applications mobiles, d'Internet. Ça, pour le coup, c'est hyper malin. Non seulement ça mélange pas mal de styles d'animation différents, mais en plus, ça montre une chose qui est trop souvent négligé, je trouve, c'est que tout le monde n'a pas la même réalité par rapport à ça, tout le monde n'a pas le même usage de son portable, d'internet, des réseaux sociaux. Et là où pour certains ça va ressembler beaucoup plus à un jeu vidéo où il va s'agir de passer les niveaux un à un, de gagner en compétences quelque part, de ramasser des informations comme on ramasserait des cœurs ou des collectibles dans un environnement. Pour d'autres qui sont beaucoup plus du côté influenceur de la force, les likes, les cœurs que vont envoyer nos spectateurs vont nous servir comme une énergie, comme de tremplin pour nous porter et pour nous encourager. Et à l'inverse, quand ces personnages-là vont se retrouver à fouiller dans le portable de leur fille, par exemple, et bien là, d'un coup, une application ou un même environnement va devenir comme une espèce de série d'espionnage où on a l'impression que tout le monde est un danger potentiel. Enfin, ça, c'est vraiment assez bien retranscrit. C'est beaucoup plus malin que ça en a l'air. Et je trouve qu'on le voit pas assez. Souvent, on a des versions complètement simplistes ou alors c'est ou complètement toxique ou super génial et tout le monde il est gentil. Là, on a vraiment les deux facettes qui cohabitent. Et en même temps, c'est un peu l'ambivalence de cette série d'une manière générale où j'ai l'impression que chaque bonne idée est contrebalancée par un pan un peu plus négatif. Cette représentation des réseaux sociaux, cet ancrage dans une réalité qui est la nôtre, qui est le monde d'aujourd'hui, eh bien regardez bien toutes les œuvres Pixar et vous allez vous rendre compte que c'est plus ou moins une première en fait. Ça avait déjà été le cas un petit peu dans Alerte Rouge où on se doutait que c'était dans un monde contemporain, encore que c'était plutôt une vision des années 90 d'ailleurs parce que l'héroïne voulait s'inviter à un concert d'un boys band, donc ça renvoie quand même à une certaine époque. C'était l'autrice, la réalisatrice du film qui racontait une partie de son enfance, donc on était plus dans une vision fantasmée d'une certaine époque que dans l'idée de recréer quelque chose de réaliste. Et puis surtout, à un moment donné, il y avait des personnages qui se transformaient en pandas et des pandas géants comme des kaijus. Et là, pour le coup, c'était pas des représentations mentales des gens, c'était des choses qui arrivaient vraiment dans cet univers. Donc, quand même, on restait dans le fantastique. Alors que là, vraiment, ce ne sont que des représentations mentales. Tout ce qu'on voit à l'écran n'existe pas en tant que tel dans la réalité vraie du monde de Gagné ou Perdu. C'est une série qui vise quand même, je pense, à être une certaine photographie de cette période-là. Et ça, pour le coup, dans l'idée de ce que doit être un Pixar, je suis pas sûr que ce soit une si bonne chose que ça, voire c'est peut-être un des points négatifs principaux de la série, parce que on est obligé de se poser la question du public visé. Et d'ailleurs, on se la posera un petit peu plus tard dans cet épisode, mais tant pis, je vais marcher moi-même sur mes propres plates-bandes, je vais déjà commencer à y répondre. On ne sait pas forcément qui la série vise, ou alors on le sait, et en tant que nous, Européens, on ne se sent pas visé, et donc assez peu concerné finalement, assez rapidement par ce qui se passe. Le fait d'avoir 8 personnages différents qui représentent des espèces d'archétypes comme ça, à la fois ça brasse hyper large, on essaye de parler à tout le monde, mais on sait très bien ce qui se passe quand on essaye de parler à tout le monde, c'est que le risque c'est de parler à personne, ou en tout cas de laisser de côté pas mal de monde. Et puis surtout, dans les faits, cette diversité, ne serait-ce que visuelle, ne serait-ce que des concepts, elle est un petit peu à relativiser parce que toutes les idées ne se valent pas.
On a un petit peu l'impression d'avoir devant nous comme un film à sketch, sauf que là, c'est une série qui exploite des concepts différents, et ces concepts-là, on est un petit peu obligé de les comparer les uns aux autres, et en l'occurrence, il y a des choses qui fonctionnent quand même nettement moins bien. Je l'ai déjà dit pour ce qui est de Laurie et Frank, donc les deux premiers personnages, les deux premiers épisodes de la série, leur concept fonctionne super bien. D'ailleurs, j'en glisse une en plus de ça pour l'épisode de Frank, où on a des raccords dans le mouvement, mais qui feraient baver d'envie Satoshi Kon, ou plutôt qu'on été, je pense, pioché, on est allé prendre des idées du côté de Satoshi Kon. Pour le remettre quand même rapidement, c'est le réalisateur japonais derrière Paprika, Perfect Blue, Millennium Actress, qui avait cette capacité assez unique à produire du mouvement avec des changements de plan, des cuts qui étaient hyper inventifs. Et on a un petit peu ça quand même, principalement dans cet épisode. Ça, c'est assez rafraîchissant et c'est assez novateur quand même, je trouve, dans un Pixar, et d'avoir cette idée-là, de le réussir dans cette série, chapeau. Ça prouve quand même qu'on leur a laissé le champ libre et qu'ils ont mis les moyens de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, un bon point pour le coup pour cette série. Mais là où on a des personnages qui fonctionnent très bien, on en a d'autres où c'est un petit peu plus limité, où c'est un peu plus faible. Je pense au personnage de Kai notamment, dont le gimmick pour le coup est quand elle est contente, heureuse, quand elle est en confiance, elle va décoller du sol, elle va planer, voire voler carrément. Et quand ça va moins bien, quand elle est au proie au doute ou qu'on lui fait des reproches, à l'inverse, elle va commencer à s'enfoncer dans le sol jusqu'à carrément terminer dans une espèce de dimension parallèle sous la surface de la Terre, grosso modo. C'est très littéral, mais c'est assez faible finalement la représentation. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu pour le coup, là où quand même les Pixar essayent d'offrir des idées nouvelles. Là, c'est quand même assez basique. Et puis, l'histoire de ce personnage-là, qui plus est, a d'autres problèmes. On y reviendra dans la partie contexte. Et pour ce qui est de l'épisode de Ira, donc le jeune garçon qui voit le monde en 2D à travers son kaléidoscope magique, là, pour le coup, c'est vraiment un gimmick. Ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, en dehors de quelques scènes, quelques plans visuellement sympas et qui sortent de l'ordinaire. Et en plus de ça, son histoire à lui, je trouve, est complètement décorrélée du reste de l'intrigue, en fait, où on suit quand même principalement ou des membres de l'équipe, ou le coach, ou un arbitre. Enfin, on a des gens qui sont impliqués dans ce match-là. Lui, c'est le petit frère d'une des joueuses. Il a son histoire parallèle avec un groupe de zonards, je sais pas trop comment les appeler, mais 3 ados qui traînent autour du stade sous ce qui s'appelle les bleachers, sous les tribunes, qui est un truc là encore très américain qui n'existe pas trop chez nous, et qui commence à vivre sa petite aventure avec eux comme ça, mais c'est vraiment décorrélé du reste. C'est vraiment là, je pense, où j'ai commencé à décrocher de la série, et ça on l'apprend dans le making of. C'est une histoire qui a été apportée par l'un des créateurs, scénaristes, réalisateurs, Michael Yates, qui disait qu'il se reconnaissait en Ira. Il était justement un peu Ira, à savoir à traîner avec des adolescents beaucoup plus vieux que lui, qui comprenaient pas trop pourquoi, mais voilà, c'est ce qu'il avait vécu. C'est en partie son histoire, mais bon, qu'est-ce que ça apporte à l'ensemble? Pourquoi ça se retrouve là? Enfin voilà, ça donne l'impression de suivre une collection d'histoires attachées les unes aux autres par un fil qui est quand même assez ténu, et tout ça se rejoint, ou est censé se rejoindre, lors de ce fameux big match, de ce fameux championship à la fin de chaque épisode. Mais au final, comme je l'ai dit avant, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir une résolution d'ensemble de tout ça. Là où chaque personnage apporterait sa pierre, où on aurait des payoffs, c'est-à-dire des récompenses à des choses qui ont été teasées, qui ont été annoncées dans chacun des épisodes. Il n'y a pas du tout ça. Je trouve que l'écriture manque clairement à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils n'ont pas su comment boucler cette histoire. Mais le dernier épisode reste principalement l'épisode du coach, plus que la résolution globale de toute cette histoire. Alors c'est peut-être une question d'attente aussi, j'avoue que je m'attendais quand même à ce que ce dernier épisode encapsule toutes ces histoires. D'un côté oui, mais de l'autre je suis pas totalement satisfait de ce que j'ai eu. Pour appuyer ça, je dirais que l'exemple parfait pour moi, c'est l'épisode 6, celui autour de Ewan et Taylor, donc ce que j'ai raconté un petit peu plus tôt, à savoir qu'ils ont en chacun d'eux des mini-eux qui vivent dans... on voit d'abord pour Ewan, qui va finir par se mettre en couple avec Taylor, et on voit qu'il vit dans un cœur
en carton qui est assez petit, qui se résume en quelques pièces et il le garde pour lui. Évidemment, c'est un peu sa voix intérieure. Il aimerait être plus gentil que ce qu'il est, mais pour montrer que c'est un grand garçon, il fait des blagues. Il force même un peu le côté macho, là où, au fond de lui, ce n'est pas ce personnage-là. Il n'est pas comme ça, mais il préfère le cacher jusqu'à ce qu'il rencontre Taylor, qu'il se rapproche d'elle et qu'il ose enfin lui montrer cette part de lui qui était discrète, silencieuse, qu'il cachait à tout le monde dans une scène où il prend son mini-lui dans sa main et il le fait rencontrer à la mini Taylor. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est une idée super forte puisque ça pourrait être le résumé d'un début de relation, mais d'une relation amoureuse d'une manière générale. C'est-à-dire qu'on montre à l'autre sa part de vulnérabilité, sa part qu'on tait, qu'on ne montre pas au reste du monde, mais on fait suffisamment confiance à la personne en face de nous pour lui montrer qui on est vraiment, et ça je trouve ça magnifique. Et ça s'ajoute, parce que ça ne s'arrête pas là, à l'idée que ensuite les deux mini personnages de carton vont emménager ensemble dans ce cœur qui va pour le coup grandir au fur et à mesure. Il y a des pièces qui vont être ajoutées, puisque on le sait bien, l'amour, quand on le partage, il grandit, et là c'est représenté par cette maison de carton. Et j'étais estomaqué devant ma télé. Je trouvais cette idée absolument géniale. J'ai eu la larme aux yeux à l'idée qu'on puisse imaginer ça. D'autant que, pourquoi elle est en carton ? Parce que l'amour, parce que cette part de vulnérabilité, par définition, elle est fragile. Et à tout moment, ça peut se disloquer, ça peut se casser. Et c'est ce qui arrive dans une dernière scène, dans une dernière partie d'épisode qui symbolise justement pour moi l'ambivalence de cette série, à savoir on a une idée géniale, je l'ai déjà dit mais je le répète, c'est quasiment une des meilleures idées que j'ai jamais vues dans un Pixar et qui va se matérialiser, en tout cas qui va s'effondrer à travers une dernière scène de softball, parce que voilà, on y revient quand même, c'est le sport principal de la série, c'est le softball, où les personnages vont s'affronter alors qu'ils sont dans la même équipe, à des postes qui sont quasiment les deux plus difficiles à comprendre pour nous autres Européens quand on connaît pas le softball, à savoir le lanceur et, je sais même pas comment l'appeler, je sais pas quel est le nom de ce poste-là, mais le réceptionneur, en gros, le personnage de l'équipe du lanceur qui est derrière le batteur. Voilà, je sais pas si je suis très clair, mais en gros, il y a un membre de l'équipe qui est là pour réceptionner la balle, pour donner un peu des signaux en lanceur, à savoir lance-la plutôt ici, fais tel effet, machin. Et parce qu'ils se sont disputés avant, là ils se font la gueule sur le terrain, ils sont pas d'accord entre eux sur la stratégie à adopter, il finit par lui lancer la balle un petit peu violemment, elle la réceptionne pas, ils s'embrouillent, etc. Sauf que c'est censé être un peu... on comprend bien que c'est leur couple qui est en train de se jouer dans ce match-là, alors qu'ils sont dans la même équipe, donc ils devraient s'entraider et s'écouter. Mais le fait de voir ça transposé à l'écran dans un match de softball auquel on comprend rien aux règles, c'est un problème pour moi. C'est-à-dire que ton message, il y a une espèce de barrière à l'entrée sur ce que tu veux faire passer. Quand on avait Riley qui jouait au hockey dans Vice Versa, bon, le hockey, ça nous est à peu près aussi éloigné que le softball. Mais à l'arrivée, il y a un palais, il y a des joueurs, des buts. C'est une espèce de version du handball où ils sont sur glace, quoi. Voilà, à peu de choses près, on est capable de comprendre ça, comprend les enjeux. Le softball, c'est quand même hyper particulier. Et là, pour moi, en tout cas, ça casse vraiment ce message-là. Et je me suis dit, c'est dommage de foutre ça en l'air, alors que jusque-là, c'était un sans faute, en tout cas sur cet épisode. En plus de ça, c'est là où parfois les ricains se sentent un petit peu les maîtres du monde quand même, parce que, bon, ça m'est arrivé de regarder High Shield 21, par exemple, qui est un animé, j'avais lu le manga d'ailleurs avant, autour du football américain. Pour le coup, en termes de règles incompréhensibles, de formats qui ne nous parlent pas à nous autres Européens, le football américain, ça se pose là. J'ai même lu un manga que j'adore, qui s'appelle Hikaru no Go, qui parle de Go, c'est-à-dire une espèce de version à mi-chemin entre les dames et les échecs. Je caricature volontairement, ne venez pas me taper dessus en commentaire, mais encore une fois, très spécifique, qui est assez peu sorti du Japon, auquel on connaît pas grand-chose, mais à chaque fois, que ce soit le manga ou l'animé, sont hyper didactiques sur les règles, sur comment ça fonctionne. Ils prennent le temps de poser ça. Gagné ou perdu, ne fais jamais ça à propos du softball. Tu es censé connaître les règles à la base. Sauf que de ces règles-là, si elles sont un petit peu floues pour toi, découlent des enjeux narratifs que tu es difficilement en mesure de saisir si tu connais pas le sport. Et vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, je suis quelqu'un qui adore le sport, qui adore plus en regarder qu'en faire, j'avoue honteusement, mais j'ai bouffé des heures et des heures de sport quand j'étais gamin. Le baseball,
c'est jamais passé. C'est beaucoup trop chiant à regarder et ça dure des plombes. Les règles de base sont assez simples, hein, c'est-à-dire qu'il y a un lanceur, il y a un batteur. Si le batteur rate 3 fois la balle de suite, il est éliminé, on passe à un autre. Au bout de 3 batteurs éliminés, c'est l'autre équipe qui peut marquer des points, etc., etc. Ça aide aussi parce que j'en ai fait un petit peu au collège. Mais bon, globalement, il y a plein de subtilités que je connais pas. Et pour être très honnête, ça ne m'intéresse pas. Alors que pourtant, quand il y a les Jeux Olympiques, je suis prêt à regarder, mais n'importe quoi. À part de la voile ou du hockey sur gazon, faut pas déconner. Mais non, là, le softball, le baseball, whatever, c'est beaucoup trop américain pour nous, ça passe pas, quoi. Et encore une fois, ça vient de quoi? Ça vient de l'histoire personnelle de Kerry Hobson, une des scénaristes créatrices de la série, qui faisait du softball quand elle était plus jeune, qui n'était pas très dégourdie. C'est elle, en quelque sorte, qui a directement inspiré le personnage de Laurie. Donc on a un petit peu quand même l'impression que les scénaristes se sont fait un petit kiff en se représentant eux-mêmes ou en mettant beaucoup d'eux-mêmes dans cette série, au détriment de l'universalité du message et de la façon dont ils allaient le faire passer. Donc voilà, avec cette surcouche d'un sport qu'on connaît très très mal, je trouve que parfois la métaphore, elle devient un petit peu difficile à suivre. Le dernier épisode représente assez bien ça. On a le coach qui se gonfle, parce que c'est aussi son gimmick, quand il perd un peu pied, quand il perd un peu ses moyens, et il se gonfle lui-même en inspirant de l'air. Il s'envole au-dessus du terrain pendant que la paroi magique qui représente un peu son safe space autour du terrain est en train de se fissurer, que les parents des autres enfants sont en train d'attaquer l'arbitre avec des mots qui font comme des balles qui ricochent sur l'armure de l'arbitre. Au bout d'un moment, j'avoue que même pour moi, qui est quand même un peu biberonné à l'animation japonaise, à des trucs très nawak, là ça devient un petit peu too much pour ce qui est quand même de base un match de softball de collège. Enfin, voilà, faut se calmer, faut redescendre un petit peu sur terre. Et je sais que pour ce qui est de l'animation japonaise en sport, ils sont très forts pour faire du grand n'importe quoi. On a l'impression que la terre entière est en train de suivre ce qui a l'air d'être un match entre deux lycées concurrents. Mais là, j'avoue que j'ai assez rapidement décroché parce que je pense que j'avais décroché bien avant ça en réalité. Et puis en plus, j'ai un petit peu du mal avec le message final qui est que on comprend bien, en tout cas c'est ce que la série nous fait comprendre, que l'important, ce n'est pas justement de gagner ou de perdre, mais de se retrouver ensemble, unis, une équipe aussi, mais aussi et même avant tout une famille. Sauf que moi, j'arrive pas du tout à croire à ça quand ça vient de la part d'Américains qui sont les premiers à en faire des caisses, mais dans la vraie vie. Pas comme au Japon où c'est dans des animés ou des mangas. Dans la vraie vie, on a des matchs universitaires de football américain, basket, ce que vous voulez, qui sont des événements à l'échelle d'un État, voire à l'échelle d'un pays. On a des stades presque aussi grands qu'un stade de foot de Ligue 1 qui sont remplis de fans en extase et c'est diffusé sur des chaînes de télé nationales. Enfin, c'est une dinguerie. Et eux, ils sont en train de nous dire non, mais c'est pas si grave, ces matchs de collège, l'important c'est de se retrouver. Non, vous êtes le pays de la culture de la gagne. Vous pensez qu'à ça tout le temps, à tel point que chez vous, si on gagne pas, on est personne. Il y a tellement de gens qui ont gagné dans tellement de trucs que si tu rapportes la médaille d'argent aux Jeux Olympiques, on te calcule même pas. Et là, tu essayes de nous faire passer le message gagner ou perdre, c'est pas très important. Voilà, je suis complètement sorti de la série. J'étais déjà sorti avant, mais voilà, tout ça fait que j'ai un petit peu du mal à y croire. Et quand bien même, j'ai connu aussi des parents beaucoup trop investis dans leur enfant, dans leur club, à mettre la pression sur le coach, les arbitres, que ce soit en foot, que ce soit en tennis de table ou dans n'importe quel sport, à n'importe quel niveau. Il n'y a absolument pas besoin d'aller jouer à très haut niveau pour voir ça. Moi, c'est comme ça que j'imagine les ricains. Tous, absolument tous. Donc ok, c'est mon choix de stéréotype. Mais derrière, faire passer la petite leçon là, ça passe pas trop pour moi, désolé. Et même d'une manière générale, voilà, autre chose que j'ai un petit peu du mal à accepter, les enfants ont trop de poids dans ce monde-là. Je comprends la logique dans une série qui se destine aux enfants, ça se discute, on en reparlera. Mais on le voit avec le personnage de Rochelle, il me semble, qui va devenir la nouvelle entrepreneuse, qui est à la fois la nana qui gère le stand de hot dog et qui va tout faire pour gagner de plus en plus d'argent. Et même ses camarades de classe vont la payer pour faire ses devoirs. Enfin, ça devient un petit peu too much, même pour moi. Même le fait d'avoir le coût de la licence qui augmente de 50%, ça encore, je suis désolé, hein. C'est une problématique super ricaine, les gars. Chez nous, ok, une licence de sport, elle peut augmenter d'une année sur l'autre. Je l'ai vécu, hein. Ça va jamais être
50%. Et en dehors de la région parisienne où c'est n'importe quoi, là en l'occurrence, ils sont quand même dans un petit bled. En campagne, tu n'auras pas de problème de devoir te saigner pour payer une licence, surtout pour un sport qui est quand même aussi populaire et qui ne demande pas énormément d'équipement que le softball. C'est un peu l'équivalent de leur foot à nous, quoi. Donc voilà. Je pourrais en parler, je pourrais être un petit peu plus critique pendant pas mal de temps. De manière générale, vous l'avez compris, il y a trop de choses qui m'ont sorti de ce récit-là. À mon avis, les scénaristes, les créateurs sont allés un petit peu trop loin dans leur délire. Ils ont oublié de considérer qu'ils parlent de base, c'est ça Pixar, c'est ça Disney, à un public qui est beaucoup plus large que leur propre microcosme et que parfois leurs expériences personnelles, ça n'intéresse peut-être pas forcément la Terre entière, je suis désolé de vous le dire. C'est ce qu'on aurait pu reprocher à Alerte Rouge dont j'ai parlé plus tôt, sauf que même si c'est pas un film que j'ai forcément beaucoup aimé, je pense que je gagnerais à le revoir aujourd'hui d'ailleurs. C'était quand même quelque chose qui parlait d'une manière générale de l'adolescence, du fait de grandir, de la puberté. En ça, certes, c'était une histoire personnelle parce que c'était dans un cadre qui était celui dans lequel la réalisatrice avait grandi, mais ça visait quand même plus large. Élémentaire, c'est la même chose. Certes, c'est tiré de l'histoire des parents du réalisateur, mais c'est un récit qui parle à tous les expatriés, à tous les outcasts qui viennent vivre dans une ville qui n'est pas la leur, qui n'est pas forcément adaptée pour eux. C'est un récit qui reste universel, ce que pour moi, Gagné ou Perdu, n'est pas. Certes, tu peux te reconnaître ici dans un des personnages, il y en a 8 qui sont déclinés, mais ou pas, tu peux tout à fait passer à côté. Et même si tu te reconnais dans un, peut-être que les 7 autres ne vont pas te parler, et ça c'est difficile de le savoir. Tu peux te reconnaître dans le 7e, mais si tu as abandonné à l'épisode 3, tu le sauras jamais. Et en plus de ça, les archétypes qui sont pointés du doigt sont pas toujours les plus évidents. Bref, cette universalité perdue, cet ancrage que moi je trouve un petit peu trop prononcé dans une certaine époque, c'est peut-être, je dis bien peut-être, ce qui pouvait arriver de pire à Pixar. C'est ce qui lui fait perdre son caractère global. Et je trouve que pour moi, ça dilue complètement leur message. Hé Laurie, sur internet tu fais un malheur. Ce que je te conseille, c'est de rire très fort. Tu n'es pas drôle, tu n'es pas drôle. C'est devenu fou. Tout le monde court après la victoire. On dirait que pour les autres, c'est hyper facile. Moi aussi, j'ai droit à une seconde chance. Mais s'il y a un cœur, On se débrouillera. On a l'habitude. On a l'habitude. il y a forcément un perdant. C'est très important. Alors peu importe le résultat, vous avez tous gagné. Est-ce que je suis en plein rêve? Ce soir, nous vivrons notre rédemption. Vous en avez assez ou pas? Réfléchis avant d'agir. Bon, on n'a déjà pas terminé cette partie critique sur une super bonne note, mais je vais pas forcément vous redonner le sourire sur la partie contexte, puisque je suis un petit peu obligé de parler de cette polémique qui a été révélée en décembre dernier par le Hollywood Reporter, à savoir que Disney a retiré de la série toutes les mentions autour de la transidentité d'un personnage, et ce personnage, on l'a appris ensuite, c'est Kai. Alors, je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça, moi, homme blanc, cisgenre, hétéro, voilà, vous savez où je me positionne, mais ça me semble hyper important de le traiter, ou en tout cas, ça me semble un peu trop gros de le passer sous le silence, de le glisser sous le tapis comme si ça n'était pas arrivé. On est dans un contexte culturel encore plus aux États-Unis qui est beaucoup trop morose, et on a un shift qui se fait là actuellement. On peut pas laisser passer ça. La réponse de Disney, vous la voulez? Ils ont répondu: en ce qui concerne les productions animées destinées à un public plus jeune, nous comprenons que des parents préfèrent discuter de certains sujets avec leurs enfants, avec leurs propres mots et à un moment qui leur convient. Bon, pourquoi est-ce que cette justification, elle n'est pas satisfaisante du tout? Déjà parce qu'on peut rétorquer que la série n'est pas forcément faite pour les enfants à la base, On y reviendra dans la partie suivante, mais quand tu brasses des sujets aussi larges, que tu parles de applications de rencontres, d'événements qui concernent plutôt des adultes, la parentalité, la gestion de ces moments-là, tu ne te destines pas exclusivement aux enfants. Donc bon, déjà, tu limites ton propre cadre et tu limites ton propre public. Déjà, on comprend bien que la réponse, elle est un petit peu fallacieuse. Et puis en plus de ça, le cinéma d'animation, quand même tu le regardes avec tes enfants, quand même tu mets tes enfants devant, ça peut servir justement à ça, à éveiller à certains sujets, à ouvrir
la discussion en famille. C'est le propre de l'art d'une manière générale. Pourquoi est-ce que les gens emmènent leurs enfants à des expositions, au cinéma, au théâtre, dans des musées, que sais-je, pour avoir de quoi discuter avec eux, pour les éveiller à ce qui se fait autour, pour les éveiller à l'art. Si tu considères que ta série ne doit absolument pas faire ça, c'est problématique. C'est-à-dire que tu te limites toi-même dans ta production. On comprend bien pourquoi tu te limites surtout. On sait aujourd'hui, en plus de ça, que c'était une actrice transgenre qui avait été choisie pour doubler Kai, qui s'appelle Chanel Stewart. Donc on a un rétropédalage complet qui est lié à cette représentation de la diversité dans cette série-là. Et aussi, je pense, Disney, d'une manière générale, ne peut pas s'empêcher de penser au mauvais retour qu'ils avaient eu après le bisou lesbien dans Buzz l'éclair, qui est littéralement un plan comme ça qui apparaît une microseconde, mais qui avait généré énormément de bruit dans les internets bien réactionnaires. Et puis on avait eu, bien sûr, le cas du personnage principal ouvertement gay dans Avalonia. Les deux avaient été des énormes bides, Buzz l'éclair au cinéma et Avalonia sur la plateforme Disney+, dans des proportions assez gigantesques. Donc, bien sûr, c'est facile de se cacher derrière ça et de considérer que c'est ça le problème. Encore plus quand derrière, tu joues la carte de la protection des enfants. Les protéger de quoi déjà? Pourquoi est-ce qu'ils devraient te protéger de ça? Mais en plus, parce que évidemment c'est pas fini, et c'est là où le double discours et l'hypocrisie nous sautent à la face, c'est que en parallèle, donc de ce retrait de cette identité transgenre du personnage de Kai, on a le personnage de Laurie, je l'ai présenté, la fille du coach. Elle nous est présentée, elle, comme ouvertement catholique. Elle prie, elle s'adresse à Dieu, elle parle de sa foi qui est chancelante. Et ça, c'est une première chez Disney depuis 2007. Et le film live Le secret de Terabithia est une première tout court chez Pixar, puisque on n'avait pas été habitué à être dans le monde réel jusque-là, en tout cas à représenter de façon aussi claire une religion de notre vrai monde à nous. Ça n'était jamais arrivé. Mais ça, pour le coup, Disney n'a aucun problème à le montrer. Là, en l'occurrence, la religion n'est pas un sujet dont Disney préfère que, je cite, les parents discutent avec leurs enfants selon leurs propres mots et à un moment opportun. On ne met tout simplement pas ça sur la même ligne. On peut se poser la question pourquoi, mais on le sait très bien pourquoi. Parce que Disney est en train de se réfugier vers des valeurs un peu plus conservatrices et est en train de freiner des cas de fer vers toute volonté d'ouverture progressiste. Tout ça en plein revirement spectaculaire d'une bonne partie du monde de la tech. On l'a vu notamment chez Facebook, après l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, où l'idée c'est de faire disparaître dans énormément de corps gouvernementaux toute mention de transidentité ou de diversité de genre, de rayer carrément, d'interdire même certains mots, d'imposer une certaine censure, une censure certaine même sur ces sujets-là. Et on voit clairement avec ce simple exemple qui pourrait être anecdotique, mais non, parce que le contexte est trop important, on voit clairement de quel côté est en train de pencher Disney. Est-ce que ça nous étonne en ce qui me concerne? Pas franchement, je vous avoue. Mais tout ça pour vous dire que la représentation compte. On n'est pas que sur du symbolique. Ce qu'un réalisateur, ce qu'un studio même qui en vient à intervenir, à rétropédaler sur un projet, ce qu'il choisit de montrer reflète sa vision du monde, la vision du monde qu'il veut transmettre. Et quand on en exclut certains pour en inclure d'autres, c'est un choix qui est très très clair, un choix business, puisqu'on peut considérer que tel choix serait de l'ordre à faire fuir des gens quand un autre passerait plutôt pour consensuel et pourrait même nous attirer une certaine sympathie, mais on est purement dans le cynisme et on est sur des choix qui sont éminemment politiques, quand même on est dans une série soi-disant pour enfants qui parle d'une équipe de softball de collège. Et ça, gardez-le bien en tête. Bon, c'est pour qui gagner ou perdu avec tout ça? Je l'ai déjà dit, je vais faire un petit peu plus rapide puisque j'ai l'impression que l'épisode est déjà assez long comme ça. C'est pour un public avant tout américain. Le softball déjà en lui-même, il trahit cette intention. Et puis il y a cette réalité très concrète d'un mode de vie américain avec ses banlieues pavillonnaires, la façon même dont les parents interagissent avec leurs enfants, avec le coach, etc.
Tout ça, c'est très très américain et c'était mon ami Gauthier qui me disait ça au départ. Je l'avais pas forcément vu sur les premiers épisodes, mais je trouve que plus ça avance et plus c'est clair. En revanche, sur le public cible en termes de tranche d'âge, je trouve que la série se destine avant tout aux adultes et pas du tout aux enfants, parce que on a certes des épisodes sur des collégiens, voire sur le petit frère d'une de ces collégiennes. Il y en a aussi des épisodes sur une instamom qui est là pour mettre en avant ce profil et pour parler à ces gens-là, s'ils existent. Bon, j'en connais pas, mais peut-être que ça existe. Et surtout, le personnage de Franck qui va sur des applis de rencontres. Comment voulez-vous que ça parle à un enfant de 6, 7, 8 ans? On n'est pas du tout au niveau d'un vice-versa, par exemple. C'est beaucoup plus complexe à comprendre que ça, alors que ce qu'on nous raconte ne l'est pas forcément. Mais dans les faits, dans la manière dont le récit est construit, c'est compliqué, je trouve, d'intégrer des enfants à ça. Donc, avant d'être directement concerné, ça doit être au moins au collège. Je suis pas convaincu que ça fonctionne. D'une manière générale, il faut le savoir, avec 8 épisodes sur 8 personnages différents, il est possible, il est fort possible, hein, c'est ce qui m'est arrivé, que certains vous laissent complètement sur le carreau, hein, vous ne vous sentez pas du tout concerné, vous comprenez pas trop pourquoi on vous raconte ça, c'est ce que j'ai vécu. Et aussi, une chose à savoir, c'était le cas quand le dernier épisode est sorti, je ne sais pas si ça sera corrigé par la suite, mais il n'y a pas de VO sous-titré français. C'est un choix qui est très bizarre, là encore, je trouve qu'en termes de positionnement, ça dit quelque chose de la série. Si vous voulez regarder, c'est soit en VF, et si vous êtes allergique à la VF, il faudra passer par des sous-titres anglais malentendants, donc avec ce que ça suppose de didascalie pas très agréable à l'œil. Et si vous êtes allergique à la VF, mais que l'anglais lu, c'est compliqué, là, le choix, il commence à être un petit peu limité. Donc, c'est bizarre, je trouve, de ne pas avoir proposé ça avec une large gamme de sous-titres, comme ça se fait habituellement du côté de Disney+. Bon, étonnant. Et enfin, une petite catégorie en plus que je vais intégrer à cette partie, ce n'est pas pour vous si vous êtes un enfant, tout simplement, quoi. Comme j'ai déjà dit, les applications de rencontres, l'idée de se faire de l'argent pour aller financer ta licence de sport, là où tu devrais même pas savoir combien ça coûte parce que c'est papa et maman qui s'en occupent. Enfin voilà, je trouve ça très étonnant comme positionnement. On en arrive à la note que je vais décerner à Gagné ou Perdu pour le replacer dans le grand classement Letterboxd d'Animedia, puisque oui, les mini-séries sont sur Letterboxd, donc je peux le placer dans cette liste et vous pourrez l'y retrouver. Vous l'avez compris, je trouve à cette série à peu près autant de points positifs que négatifs, ce qui va donner une note finalement assez logique de 2,5 sur 5. Ça peut paraître assez sévère quand on voit quelques images, on se dit il y a quand même une certaine qualité, une certaine diversité graphique, mais voilà, il y a, je pense, au moins autant d'épisodes qui m'ont laissé à la porte, d'épisodes qui m'ont conquis, et même, comme j'ai déjà dit dans un épisode comme celui de Ewan et Taylor, que j'ai adoré dans ses 3 quarts, eh bien, le dernier quart, pour moi, a un petit peu tout renversé et un petit peu tout gâché. Les points positifs et négatifs, rapidement, en commençant par le positif. Déjà, Pixar s'est bien emparé du dispositif sériel, c'est-à-dire que quitte à faire une série en 8 épisodes, ils ont fait en sorte d'exploiter le média. 8 épisodes, 8 personnages, 8 points de vue, c'est très très clair. Ça démontre quand même une certaine ambition. Ils n'ont pas du tout pris ça par-dessus la jambe. Ils n'ont pas traité ça comme ce qu'aurait pu être un long film. Non, ils exploitent bien la série et c'est une bonne chose pour le coup. La diversité quand même des situations et des styles graphiques, c'est à la fois un point positif et un point négatif, mais ça a de la gueule. Hein. Tout ça, c'est quand même très très bien fait. C'est vrai que j'ai pas trop parlé du style visuel, mais on est sur du Pixar pur jus avec de la 3D, des personnages très très ronds. Voilà, c'est du classique, hein, Pixar. Ça fonctionne très bien. Pour le coup, on est habitué à ça. Il y a des concepts que je trouve pour le coup exceptionnels, vraiment. Je ne minimise pas ça du tout, que ce soit la goutte de stress de Laurie, l'armure de Frank, le cœur et le mini-moi de Ewan, c'est vraiment le haut du panier de chez Pixar, il n'y a aucun problème avec ça. Et cette représentation variée des réseaux sociaux, des applications d'internet, c'est une bonne chose parce que ça montre la manière dont on peut vivre ça, et à la fois une moins bonne. Vous avez compris la thématique de cet épisode, parce que ça ancre un peu trop la série dans un contexte très moderne. Les points négatifs, là encore rapidement, le softball, j'ai déjà suffisamment dit, c'est quand même un petit peu trop nous en demander, hein, nous autres pauvres Européens, ce qui fait pour moi perdre pas mal du caractère universel de ce que doit être un Pixar. Il y a certains concepts qui sont un peu trop simplistes ou qui sont repris d'ailleurs. Kai, c'est un petit peu limité, elle s'enfonce, elle s'élève, ok, ça casse pas 3 pattes à un canard. Les personnages qui ont tous l'air beaucoup plus vieux qu'ils ne le sont réellement. Moi, vraiment, ça, c'est un truc que j'ai de plus en plus de mal à voir au cinéma,
Alors certes, dans l'animation, vous allez me dire c'est compliqué, mais voilà, les enfants qui se comportent comme des adultes et qu'on traite comme des adultes, ça commence un petit peu à m'agacer. Et puis surtout, et c'est là où c'est un problème, c'est que l'ancrage émotionnel, il a beaucoup de mal à prendre et surtout, il se délite d'épisode en épisode ou alors il est trop fluctuant pour qu'on ait vraiment cette histoire à cœur et qu'on se demande comment ça va terminer et qu'on s'accroche à ces personnages. On peut choisir notre camp entre tous ces personnages, mais globalement, c'est difficile, je trouve, de s'accrocher à tout ça. 2,5 sur 5, ça replace Gagné ou Perdu derrière Luca, qui était sorti directement sur Disney+. Ça le met au même niveau que Buzz l'éclair, dont on a déjà parlé, et devant Rebelle, qui est aussi un film Pixar, qui fait partie des plus faibles des Pixar, que je n'ai pas revu depuis sa diffusion en salle, mais je me souviens qu'à l'époque, ça avait été une énorme déception. Et nous en arrivons à la fin de cet épisode d'Animedia. Pour être honnête, je ne pensais pas faire aussi long sur Gagné ou Perdu, mais bon, ce n'est pas tous les jours qu'on fait un hors-série. Il y avait des choses à dire là-dessus. Venez me dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux directement si vous avez vu cette série, si vous avez réussi à tenir jusqu'au bout des 8 épisodes. Pour ça, ça se passe sur Blue Sky, Instagram ou TikTok. Vous retrouverez également pas mal d'infos sur l'actualité du cinéma d'animation. Bien sûr, ce podcast, lui, est à retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict et YouTube. Abonnez-vous et c'est primordial. Laissez-moi un pouce, un maximum d'étoiles pour aider à faire remonter le podcast dans les algorithmes de ces plateformes-là. C'est hyper important. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode canonique d'Animedia. Je pense que je vais glisser dans un tout autre univers, revenir déjà à du cinéma et sûrement vous parler d'un film Ghibli que j'adore, à savoir Porco Rosso. Donc restez branchés sur les internets. D'ici là, portez-vous bien, bonne semaine et ciao!